Et si la seule nuit que tu voulais oublier était précisément celle dont ton âme se souviendra pour toujours? Ce moment unique, ce battement de cœur suspendu dans le bruit assourdissant d'une fête, où tu as pris une décision qui a redéfini les frontières de ta réalité. T'es-tu déjà senti si puissant, si intouchable, que tu as oublié de craindre les ombres qui dansent juste au-delà des lumières? Bienvenue là où les histoires africaines deviennent ton miroir. Ici, nous ne racontons pas de contes de fées. Nous explorons les carrefours de l'âme, là où la tradition murmure à l'oreille de la modernité. Là où un seul choix peut réveiller les esprits endormis. Aujourd'hui, la danse du serpent. L'histoire d'un homme qui avait le monde au bout des doigts jusqu'à ce qu'une seule danse, un seul regard, un seul contact dans l'obscurité d'une arrière-salle ne vienne tout réclamer. C'est l'histoire d'un roi des temps modernes face à une reine des temps anciens. Reste jusqu'à la fin. Ton cœur connaît déjà la réponse. Like et abonne-toi en signe de soutien. Imagine-le. Tu le connais, ce genre d'homme. Tu l'as peut-être même envié. Appelons-le Kenneth. Kenneth n'était pas juste un influenceur, non. Il était un phénomène, une marque, un dieu digital sculpté dans les algorithmes de l'admiration. Depuis son penthouse dominant les lumières scintillantes d'Abidjan, il vendait un rêve. La richesse sans effort, le succès comme une seconde peau, le charisme comme une arme. Et tu vois, son plus grand défaut, celui que tu partages peut-être avec lui au fond de toi, c'était cette certitude, cette arrogance douce et confortable que rien ne pouvait l'atteindre. Il était Kenneth, le Golden Boy, et sa vie était une story Instagram parfaitement calibrée. Ce soir-là, comme tant d'autres, il était au Sankofa, le club le plus exclusif de la ville, un endroit où le champagne coulait plus que l'eau et où les regards étaient des transactions. Il était là, sur son trône de velours entouré de parasites qu'il appelait amis, le téléphone à la main, capturant sa propre légende en temps réel. Il s'ennuyait. Une lassitude profonde. Celle de l'homme qui a tout eu et ne désire plus rien. Et c'est là qu'il l'a vue. Elle n'est pas entrée, elle est apparue. Au milieu de la piste de danse, alors que les corps se frôlaient dans une sueur collective et anonyme, elle dansait seule, pour elle-même. Chaque mouvement de ses hanches racontait une histoire plus ancienne que les murs du club. Ses bras dessinaient dans l'air des symboles oubliés. Elle ne cherchait l'attention de personne, et c'est précisément pour ça qu'elle avait capturé celle de tout le monde, et surtout, celle de Kenneth. Il a senti quelque chose se fissurer en lui. L'ennui a laissé place à une curiosité brute, presque animale. Qui était-elle? Il a fait ce qu'il faisait toujours. Il a envoyé un de ses amis lui offrir une coupe. La femme a simplement secoué la tête, sans même honorer le messager d'un regard, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà de la foule. Un refus. Kenneth n'avait pas entendu ce mot depuis des années. L'offense a piqué sa vanité, mais le désir s'est intensifié. Ce n'était plus un jeu, c'était une conquête. Il s'est levé, a traversé la marée humaine qui s'écartait sur son passage, comme l'eau devant un prophète. Il est arrivé devant elle. La musique semblait s'estomper. « Je ne danse pas avec les rois qui s'ennuient », a-t-elle murmuré, sa voix un voile de fumée et de miel. Ses yeux étaient d'une noirceur insondable. Kenneth, pour la première fois, n'a su quoi répondre. Son script habituel était inutile. Alors il a souri, son arme la plus redoutable. Même les rois ont besoin d'apprendre de nouvelles danses. Elle a eu un léger sourire en coin et l'a attiré plus près. Pas dans une étreinte, mais dans son champ de force. Il a senti le parfum d'hibiscus et de terre humide après la pluie. C'était un parfum qui ne venait pas d'une bouteille. Plus tard, l'alcool et l'ego faisant leur œuvre, il l'a suivi. Loin du bruit, dans le couloir menant aux toilettes. Un seul coup, disait le script de sa vie. Rapide, impersonnel. Une autre victoire archivée. Dans l'étroitesse de la cabine, sous la lumière blafarde du néon, ce ne fut pas une victoire. Ce fut une reddition. Il n'a pas pris, il a été pris. Chaque contact était comme une brûlure, chaque silence entre leurs souffles était chargé d'un langage qu'ils ne comprenaient pas. Juste avant qu'ils ne partent,
Elle a tracé un signe visible sur son torse avec son doigt. Maintenant, une partie de toi m'appartient. Il a ri, prenant ça pour une phrase de séduction un peu théâtrale. Il est sorti, a rajusté sa chemise en soie et est retourné à sa table comme si de rien n'était, le conquérant retrouvant son trône. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les baies vitrées de son Pankraus. Mal de terre habituel, goût de cendre dans la bouche. Il s'est étiré, et c'est là qu'il l'a senti. Une légère démangeaison sur son torse. Il a baissé les yeux. Là où elle l'avait touché, il y avait une petite marque. Pas un soupçon, pas une griffure. C'était un point, parfaitement rond et plus sombre que sa peau. Il a frotté, mais la marque est restée. Il a haussé les épaules. Un insecte sans doute, une réaction allergique. Son esprit rationnel, son esprit d'homme moderne, a fourni 1000 explications, toutes plus rassurantes que les autres. Mais en préparant son café, sa vieille femme de ménage, Mama Thérèse, l'a vu torse nu. Elle a laissé tomber le chiffon qu'elle tenait, le visage soudainement vidé de sa couleur. « Mon fils, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la morsure de la nuit. » Il a ri. « Ne sois pas superstitieuse, Mama, c'est juste un bouton. » Mais elle a secoué la tête, les yeux remplis d'une peur qu'elle n'avait jamais vue. La nuit ne mord pas, elle choisit. Il a ignoré son avertissement, mais un malaise subtil a commencé à s'installer. Il a tenté de retrouver la femme, Inaya, c'est comme ça qu'elle s'était présentée. Il a appelé le gérant du Sankofa, un homme qui lui devait quelques faveurs. « Inaya, personne de ce nom ne travaille ici. On a vérifié les listes, les caméras de surveillance de cette nuit-là. Mon ami, tu étais à ta table toute la soirée. Tu as parlé à quelques personnes, puis tu es rentré seul. » Kenneth a failli laisser tomber son téléphone. « C'est impossible. Je l'ai relevé de ma carte. J'ai payé. Oui, tu as payé pour une bouteille qui a été livrée à ta table. Rien d'autre. » C'était ça le premier mini-cliff. La première fissure dans sa réalité, elle était un fantôme. Il a commencé à se demander s'il n'avait pas tout rêvé, tout inventé sous l'effet de l'alcool et de l'ennui, une hallucination. C'était une pensée terrifiante, mais presque rassurante. Une victoire de la raison sur le chaos. Il a décidé d'oublier. Oublier la danse, le contact, les mots. Oublier Inaya. Mais la marque sur son torse, elle, n'oubliait pas. Et elle commençait à grandir. Tu sais ce que c'est, de sentir que le sol se dérobe sous tes pieds, mais que tout le monde autour de toi te dit que tu es stable? C'est ce que Kenneth a commencé à vivre. Les jours suivants, il s'est plongé dans le travail, sa seule véritable foi. Il a lancé une nouvelle campagne, tourné des vidéos, enchaîné les posts. Mais quelque chose était cassé. L'étincelle n'était plus là. Et les gens, tes semblables, le public, ils sentent ça. Ils ont un sixième sens pour l'inauthenticité. Ces chiffres ont commencé à baisser. Pas de manière dramatique, mais une érosion lente, inexorable. Moins de likes, des commentaires plus critiques. T'as l'air fatigué, Kenneth. Ta vibe a changé. Il mettait ça sur le compte d'un changement d'algorithme, une fatigue passagère. Mais la vérité était plus insidieuse. L'ombre qui grandissait en lui commençait à transparaître à l'écran. L'épreuve suivante a été plus directe. Il était en plein direct Instagram, faisant la promotion d'une montre de luxe. Plus de 50 000 personnes le regardaient. Alors qu'il parlait, avec son sourire parfaitement étudié, il a vu les commentaires s'affoler. « C'est quoi cette ombre derrière toi? Y a quelqu'un avec toi, Kenneth ?» Il s'est retourné. Il n'y avait rien. Juste le mur blanc immaculé de son bureau. Il a ri nerveusement, accusant un jeu de lumière. Mais le mal était fait. Des centaines de captures d'écran ont circulé, montrant une silhouette féminine, floue, juste derrière son épaule. Son empire digital commençait à se fissurer de l'intérieur. La peur, cette émotion qu'il pensait avoir domptée avec l'argent, revenait en force. C'était une paranoïa froide qui s'installait. Il vérifiait les serrures 10 fois. Il soupçonnait son personnel de lui jouer des tours. Il a fait installer de nouvelles caméras de sécurité, mais les enregistrements ne montraient jamais rien. Il devenait obsédé par Inaya. Ce n'était plus du désir, c'était une question de survie. Il fallait qu'il la retrouve, qu'il comprenne. Cette quête était devenue sa seule raison d'être, plus importante que ses contrats, que ses followers, que son propre reflet.
Sa grand-mère, une femme sage vivant au village, loin de la folie de la ville, l'a appelé. Elle ne l'appelait jamais. « Kenneth, mon petit », a-t-elle dit, sa voix crépillante au téléphone. « J'ai fait un rêve. Un serpent d'argent s'enroulait autour de ton cœur. Il ne voulait pas te tuer. Il voulait te rappeler la dette de tes ancêtres. » Kenneth, l'homme de la technologie et du progrès, a voulu rejeter ça comme une conte de vieille femme. Mais il ne pouvait pas. La leçon africaine, celle qu'on ignore jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix, venait de frapper à sa porte. « Quelle dette, grand-mère » a-t-il demandé, la voix tremblante. « La richesse que tu étales a été bâtie sur une terre que ton arrière-grand-père a volée à une famille de prêtres. Une terre qui ne nous a jamais vraiment appartenu. » L'enjeu venait de monter d'un cran. Ce n'était plus seulement sa carrière ou sa santé mentale, c'était son âme, sa lignée, la dette de ses ancêtres. Était-ce ça le secret qu'Inaya portait ? Armé de cette information terrifiante, il a engagé un détective privé, le meilleur de la ville. Il lui a donné une description vague d'Inaya et le nom de famille mentionné par sa grand-mère. Pendant des semaines, ce fut le silence. Kenneth sombrait de plus en plus. Un contrat majeur avec une marque de boissons énergisantes a été suspendu, citant son comportement erratique et sa perte d'engagement. Il était en chute libre. Puis le détective a appelé. Il avait trouvé quelque chose, une piste. Le nom de famille menait à un quartier pauvre et surpeuplé de la ville, un de ces endroits que Kenneth et ses semblables ne voyaient que depuis leur voiture aux vitres teintées. « Il y a une femme qui correspond à ta description. Elle vit là-bas. Mais fais attention, mon gars. Ce quartier a ses propres lois. » C'était le deuxième mini-cliff. L'espoir, fragile et dangereux, renaissait. Kenneth n'a pas réfléchi. Il a pris sa voiture la moins chère, une berline allemande tout de même, et s'est enfoncé dans le labyrinthe de ruelles en terre battue. Les regards sur lui étaient lourds, un mélange de curiosité et de méfiance. Il a trouvé la cour commune, la porte délapidée. Il a frappé, le cœur battant. La porte s'est ouverte sur une femme qui lui ressemblait. Les mêmes yeux noirs, la même silhouette. Mais le feu n'y était pas. Ses yeux étaient vides, fatigués. Elle portait un bébé sur le dos. « Inaya » a-t-il demandé, le souffle court. La femme l'a regardé comme s'il était fou. « Je m'appelle Aïcha. Je ne sais de qui vous parlez. » Il a insisté, lui a décrit la soirée, le club. Elle a jeté la tête. « Monsieur, je n'ai pas quitté ce quartier depuis la naissance de mon fils il y a 6 mois. Vous faites erreur. » C'était elle, et ce n'était pas elle. Une sosie ? Une sœur ? Ou pire, une illusion parfaite, un mur conçu pour le briser. Il est reparti, le cœur en miettes. La trahison de cet espoir fou était pire que l'ignorance. Il était revenu à la case de départ, mais cette fois il était convaincu qu'on se jouait de lui, que des forces invisibles tiraient les ficelles de sa misérable vie. Il a compris que la montagne russe ne faisait que commencer, et que le virage suivant serait peut-être le dernier. La chute de Kenneth s'est accélérée. Ce n'était plus une glissade, c'était un plongeon dans l'abîme. La paranoïa a laissé place à des symptômes physiques. Il a commencé à perdre du poids à une vitesse alarmante. Une fièvre constante le consumait de l'intérieur, mais aucun thermomètre ne la détectait. Il était épuisé, mais le sommeil le fuyait, remplacé par des cauchemars où des serpents d'argent dansaient dans son penthouse. Les meilleurs médecins de la ville se sont penchés sur son cas. Analyse de sang, scanner, IRM, le verdict était toujours le même. « Vous êtes en parfaite santé, monsieur Kenneth. C'est probablement le stress. Prenez des vacances. » Mais Kenneth savait. Ce n'était pas le stress, c'était elle. C'était la marque sur son torse, qui n'était plus un point, mais un dessin complexe qui s'étendait lentement, comme une tache d'encre sur du papier buvard, formant les volutes d'un serpent. Son agent, ses amis, tous l'ont abandonné, les uns après les autres. Sa maladie invisible était un poison pour leur propre image. Il était seul. Complètement seul, dans cet immense appartement qui était devenu une cage de verre et d'acier. Son reflet dans les miroirs était celui d'un étranger, les joues creuses, les yeux cernés par la peur. La peur de mourir, oui, mais plus encore, la peur de disparaître, d'être effacé de sa propre vie. C'est Mama Thérèse, la vieille femme de ménage, la seule qui était restée, qui lui a donné la solution. « Les maladies de l'âme ne se soignent pas avec les médicaments des Blancs, lui a-t-elle dit. Il faut parler à ceux qui connaissent la poussière dont nous venons. »
Elle lui a donné l'adresse d'un tradit praticien, un guérisseur qui vivait à la périphérie de la ville, là où le béton laissait place à la brousse. Kenneth, l'homme du XXIe siècle, a ravalé son scepticisme et y est allé. Il n'avait plus rien à perdre. Le guérisseur, un vieil homme frêle dont les yeux voyaient bien plus que le monde visible, ne l'a pas examiné. Il l'a simplement regardé. Il a regardé la marque sur son torse et a hoché la tête. « Tu as dansé avec une fille de la rivière, a-t-il dit. Tu as contracté un lien d'âme. Parfois c'est une bénédiction, pour toi c'est un poison, car ton âme est déjà malade de vanité. » Le vieil homme lui a expliqué que ce lien ne pouvait pas être coupé, seulement équilibré. C'était une leçon africaine fondamentale. On ne détruit pas les forces de la nature, on apprend à vivre avec elles. Il lui a donné un rituel à accomplir, un sacrifice. Pas un animal, non. Kenneth devait sacrifier ce qui lui était le plus cher, son image. Le guérisseur lui a demandé de détruire son téléphone, l'instrument de son pouvoir et de sa vanité, de le brûler et d'enterrer les cendres. Ensuite, il devait jeûner pendant 3 jours, en ne buvant que de l'eau claire. Kenneth l'a fait. Avec des mains tremblantes, il a fracassé l'objet qui contenait toute sa vie avant d'y mettre le feu dans un plat en terre cuite. La puanteur du plastique brûlé était comme l'odeur de sa propre mort. Pendant 3 jours, il a jeûné. Et miracle, la fièvre est tombée. Il a dormi pour la première fois sans cauchemar. Le matin du 4e jour, il s'est senti plus léger. La marque sur sa peau semblait s'être estompée. C'était une fausse victoire. Le 3e mini-cliff. Il a cru être guéri. Il a même ri, pensant que tout ça n'était qu'une épreuve psychologique. Mais le soir même, les symptômes sont revenus, 10 fois plus forts. La fièvre était devenue un brasier. La marque le brûlait comme un fer rouge. Le serpent sur sa peau semblait maintenant le regarder, ses yeux de jet dessinés par l'encre de sa propre chair. Le lien, privé de la distraction de son téléphone et de sa vie digitale, était plus pur, plus direct, plus puissant. Il l'avait renforcé. C'est là qu'il a touché le fond. Le moment du pic-larme. Il s'est traîné jusqu'à sa salle de bain, immense et froide. Il s'est regardé dans le miroir. Il n'a pas vu Kenneth, l'influenceur. Il a vu un homme terrifié, décharné, hanté. Et pour la première fois, il a vu la vérité. Sa peur la plus profonde, celle qu'il avait cachée sous des cousses de succès et d'arrogance, était la peur d'être vide. La peur que, sans les likes, sans l'admiration, sans le reflet que les autres lui renvoyaient, il n'était rien, un fantôme. Son monde intérieur, qu'il avait si soigneusement évité, était un désert. Il s'est effondré sur le marbre froid. Et il a pleuré. Pas des larmes de peur ou de douleur, des larmes de deuil. Il pleurait la mort de l'homme qu'il pensait être. Il pleurait pour cet étranger dans le miroir. Et dans cet abandon total, dans cette destruction de l'ego, quelque chose a changé. Une nouvelle résolution est née, non pas de la force, mais de l'acceptation. Il n'allait plus se battre. Il n'allait plus chercher à couper le lien. Il allait le suivre jusqu'à sa source, même si cela devait le tuer. Kenneth s'est relevé. Pas l'influenceur, mais l'homme. Il a vendu son penthouse, ses voitures, ses montres. Il a gardé juste assez d'argent pour vivre et a donné le reste à une association du quartier où il avait rencontré le sosie d'Inaya. Il a quitté le monde du paraître pour celui de l'être. Avec une humilité nouvelle, il est retourné dans ce quartier. Pas pour chercher Inaya, mais pour se chercher lui-même. Il a loué une petite chambre, a commencé à travailler avec les jeunes du coin, partageant ses connaissances sur le digital. Non pas pour la gloire, mais pour l'utilité. Les gens le regardaient différemment. Plus comme une bête curieuse, mais avec un respect prudent. Il a appris à écouter. Il a écouté les anciens raconter les histoires du pays. Des histoires de terre, d'esprit et de dette. Un vieil homme, en le voyant tracer distraitement un motif dans le sable, a reconnu le symbole qui grandissait sur son torse. « C'est le signe de la gardienne du fleuve », a-t-il dit. Elle ne se montre qu'à ceux qui sont perdus ou à ceux qui ont une dette à payer. On ne la cherche pas, on l'attend. Et on ne lui résiste pas, on l'accueille. Kenneth a compris.
Sa quête effrénée était une erreur. Il a cessé de chercher et il a commencé à attendre. Il a accepté son sort. La peur était toujours là, mais elle n'était plus sa maîtresse. C'était une compagne de route. Il a senti une étrange paix s'installer en lui. Il était en train de mourir peut-être, mais il était plus vivant que jamais. Et c'est alors que le message est arrivé. Pas sur un téléphone, mais dans un rêve. Une image claire, une crique abandonnée le long du fleuve, au lever du soleil. Et une voix, la sienne, qui disait « Viens ». Il s'est réveillé en sursaut. C'était ça, le dernier mini-cliff. L'invitation finale. Était-ce une promesse de guérison ou le lieu de sa propre mort? Il n'en avait aucune idée et pour la première fois, ça lui était égal. L'enjeu n'était plus la survie, mais la complétude. À l'aube, il est arrivé à la crique. L'air était frais, chargé de l'odeur de la mangrove. Et elle était là, Inaya. Exactement comme dans son souvenir, mais infiniment plus réelle. Elle n'était pas vêtue pour un club, d'un simple pagne blanc. Elle se tenait au bord de l'eau, comme si elle en faisait partie. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Je suis venu pour réclamer la dette. Pas avec ton argent, avec ton âme. » C'était le climax. Le rituel culturel n'était pas violent. C'était d'une simplicité et d'une puissance désarmante. Elle a invité à entrer dans l'eau jusqu'à la taille. L'eau était froide, mais purificatrice. Elle a pris de l'argile blanche, du kaolin, sur la berge et a commencé à tracer des lignes sur son visage, ses bras et par-dessus le dessin du serpent sur son torse. Chaque contact était à la fois glacial et brûlant. Elle chantait dans une langue ancienne, une mélopée qui semblait faire vibrer l'eau elle-même. Elle ne le maudissait pas, elle le révélait. Elle lui expliquait qu'il était le descendant d'un homme qui avait brisé un pacte et que sa vie vide et superficielle était l'écho de cette trahison originelle. Le lien qu'elle avait créé n'était pas une malédiction, mais une ancre, la seule chose qui pouvait le ramener à la vérité de son sang. Elle a arrêté de chanter. Elle l'a regardé droit dans les yeux, et dans un lingala pur et ancien, elle a prononcé la phrase qui allait sceller son destin. « Oyo, eza bomoin ayoyasika, kendeken akimiya » ce qui signifie « et tu le sens au plus profond de ton être », ceci est ta nouvelle vie. Va en paix. Il s'attendait à un baiser, à une confrontation, à une explosion. Mais l'explosion a été intérieure. Il a senti la fièvre le quitter, non pas comme une guérison, mais comme une transformation. La marque sur son torse a cessé de le brûler. Il a baissé les yeux. Le dessin noir et menaçant était devenu un magnifique tatouage tribal, argenté, qui brillait doucement sous la lumière naissante. Il n'avait pas été guéri. Il avait été complété. Il a éclaté en sanglots, des larmes de gratitude, de libération. Il a baissé la tête, s'inclinant non pas devant elle, mais devant la vérité qu'elle représentait. Et quand il a relevé les yeux, elle avait disparu. Seules des ondulations à la surface de l'eau témoignaient de sa présence. Kenneth était seul, mais pour la première fois de sa vie, il n'était plus vide. Alors, je te repose la question. Et si la seule nuit que tu voulais oublier était précisément celle dont ton âme se souviendra pour toujours? Pour Kenneth, cette nuit dans les toilettes d'un club n'était pas une fin, mais une véritable naissance. Il a dû tout perdre pour comprendre ce qui avait de la valeur. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va ». Kenneth courait. Il courait vers le succès, la gloire, l'argent. Mais il fuyait sa propre histoire, ses propres racines. Et parfois, l'univers, les ancêtres ou simplement la vie envoient quelqu'un ou quelque chose, une Inaya, pour te forcer à te retourner et à faire face à ce que tu es vraiment. Voici le conseil, pour toi, maintenant, dans ta vie réelle. Regarde ton succès. Regarde ce que tu construis. Est-ce que ça pousse sur du béton ou est-ce que ça a des racines? Ton influence, ton travail, tes relations, sont-ils connectés à qui tu es vraiment? À ton histoire, à ta vérité? Ou sont-ils juste une story Instagram, belle en surface, mais vide à l'intérieur? Parfois, il faut accepter de se perdre dans la nuit la plus sombre pour se souvenir de la lumière de ses ancêtres. N'aie pas peur de cette nuit. Elle a des choses à t'apprendre. Commente. Quel sacrifice ferais-tu pour te reconnecter à ta vérité? Pas un sacrifice de cinéma, un vrai. Ton confort? Ta fierté? Une relation toxique? Dis-le dans les commentaires. Dans notre prochaine histoire,
Nous irons à la rencontre d'une femme qui peut lire l'avenir dans les coris, mais qui est incapable de voir le mensonge qui grandit dans sa propre maison. En attendant, prends soin de toi.